Merci beaucoup. Alors, effectivement, l'idée, c'est que je ne parle pas trop longtemps pour éviter de vous ennuyer. Et en plus, parce que donc le livre que j'ai écrit est dans cette idée de faire de l'échange d'expériences et de partager, en fait, la réalité de ce que c'est être collaborateur politique. Pour ça, je vais quand même me présenter un petit peu pour savoir que vous sachiez à qui vous avez affaire, parce que c'est important de savoir d'où viennent les gens, parce que ça permet de comprendre aussi ce qu'ils racontent, sachant que moi, je crois que l'objectivité est un conte qu'on raconte aux enfants pour les rassurer, mais qu'à un moment donné, il faut acter que la subjectivité, c'est important pour comprendre les positions, et notamment dans le domaine politique, de la même manière que il y a d'autres mythes dans le monde politique, par exemple le mythe du bon sens, le bon sens qu'on entend souvent dans les discours politiques, ce qui est quelque chose qui n'existe pas comme le DAU. Donc, pourquoi je suis là devant vous ce soir et pourquoi j'ai écrit ce livre? Moi, je ne viens pas du tout du monde politique à la base. Au départ, je suis étudiant en sociologie et en ethnologie. Bon, une filière brillante, avec beaucoup de débouchés professionnels, comme vous le savez, où on nous encourage beaucoup. La preuve en est qu'on peut quand même en faire quelque chose. Et puis après mes études, je deviens un peu par hasard consultant. Je fais de l'expertise de politique publique et je travaille dans tout ce qui est notamment politique de la ville. Vous savez, les grandes opérations de renouvellement urbain, notamment à la Duchère. J'ai beaucoup travaillé à la Duchère dans le 9e. Opérations de destruction d'immeubles, de reconstruction, de requalification. Et donc là, alors c'est un travail assez technique, politique de la ville, etc. Mais déjà, je commence à me frotter à la chose politique. Et puis, au bout d'un moment, le métier de consultant, je ne me retrouvais pas vraiment en fait, dans la manière de travailler, dans le, le fait d'appliquer finalement des méthodologies un peu toutes faites. Je trouvais que ça ronronnait un petit peu. Donc, j'ai décidé de changer de métier et je suis devenu directeur d'ONG pendant 5 ans. Une ONG qui faisait du développement à l'international. On a notamment pas mal travaillé à Madagascar et en Roumanie. Le fil rouge de nos programmes, c'était d'améliorer, je vous le fais rapidement, d'améliorer la vie des populations qui vivaient en bidonville. Quand vous êtes directeur d'ONG, vous faites aussi de la politique au sens large du terme, puisque dans les pays où vous intervenez, vous êtes confronté aux politiques locaux et nationaux. Et puis là, il se trouve que notre programme en Roumanie, en fait, nous sommes devenus opérateurs techniques d'une coopération décentralisée entre la métropole de Lyon et une ville de Roumanie qui s'appelait Tinca, sur la question spécifique des Roms, puisque à l'époque, la métropole se posait pas mal de questions. Il y avait beaucoup de bidonvilles roms sur la métropole et c'était une population finalement qu'on connaissait peu, qu'on connaissait mal. Et en fait, on était juste la seule ONG qui avions déjà travaillé en Roumanie et déjà travaillé un peu avec les Roms, donc on avait les ressources. Et donc on s'est mis, au-delà de l'aspect développement, développement traditionnel, j'allais dire, on s'est mis aussi en fait à avoir un rôle politique aussi, parce que on a emmené pas mal de politiques de la métropole à l'époque visiter les quartiers roms en Roumanie, leur faire prendre conscience que c'était des populations avec un système notamment de migration pendulaire, donc c'était un peu différent des autres types de migration, mieux connaître la culture, mieux connaître les modes de fonctionnement, etc. Et puis finalement, faire un petit peu de lobbying en interne pour qu'on prenne mieux en compte ces populations-là, pour aussi mettre en place des choses plus pertinentes en France. Il se trouve qu'au bout de 5 ans dans le domaine des ONG, vous allez dire que je suis un peu instable, mais je commençais à être un petit peu fatigué parce que c'était une petite ONG et en fait je passais à peu près, allez pour être gentil, 70% de mon temps à aller chercher de l'argent. Et bon, c'est très fatigant d'aller chercher de l'argent, de monter les dossiers, d'aller convaincre les gens en permanence. Il se trouve que, comme nous avions été opérateurs de cette coopération décentralisée, je me suis dit, j'avais envie aussi, je pense que j'étais à un âge où j'en avais un petit peu marre je faisais comme tout le monde, quoi. J'étais sur mon canapé et puis
je me mettais en colère sur mon canapé sur des décisions politiques locales, et bon, tout ça était un peu stérile. Donc je me suis dit que j'allais m'engager politiquement, là pour le coup, plus concrètement en local. Et donc j'ai commencé à avoir le parcours assez classique, hein, participer à des réunions politiques, rencontrer des gens dans ce milieu-là. Et de fil en aiguille, on m'a proposé de devenir directeur de cabinet de la mairie du 9e arrondissement, donc ici, après les élections de 2014. Et comme moi, je ne savais absolument pas en quoi ça consistait, j'ai dit oui, parce que ça m'intéressait, j'avais envie de découvrir ces choses-là. Et donc, j'ai été directeur de cabinet de la mairie du 9e pendant 3 ans, de 2014 à 2017. Et en 2017, il y a eu les législatives. Il se trouve que le maire du 9e de l'époque a décidé de se présenter aux législatives, que je l'ai accompagné pendant la campagne, et que j'ai pu du coup commencer à aller travailler à l'Assemblée nationale à partir de 2017. Alors, pourquoi j'ai choisi d'aller travailler à l'Assemblée nationale, c'est parce que je suivais un élu qui était destiné à la commission des affaires étrangères, et que moi c'était la commission de l'Assemblée nationale qui m'intéressait, notamment parce que je n'avais pas totalement abdiqué la volonté de faire quelque chose dans le domaine de la solidarité internationale. Et comme vous le savez peut-être, la commission des affaires étrangères, c'est dans cette commission qu'est discuté le budget de l'aide publique au développement français. Et j'ai eu de la chance parce que de 2017 à il y a 2 ans, le budget de l'aide publique au développement français n'a cessé de croître, contrairement à d'autres budgets. Bon, là, il n'y a pas de mystère. Autant vous dire que ces 2 dernières années, par contre, il a décru de manière assez brutale, puisqu'il a perdu 2 milliards en 2 exercices budgétaires. Et donc 2 milliards sur un budget d'environ 6 milliards. Donc un tiers en 2 ans, ça pose pas mal de problèmes, notamment aux organisations de solidarité internationale en termes de financement. Sachant que le cas de la France est malheureusement pas isolé. Vous avez sûrement vu passer l'actualité de Trump et M. Tesla qui ont taillé aussi tous les programmes de manière totalement très violente, puisqu'ils ont arrêté tous ces programmes-là du jour au lendemain. Les gens se sont retrouvés sur le trottoir avec leur carton, avec leur badge désactivé. Et ça a eu... alors on pourrait faire une autre conférence sur ce sujet-là qui me passionne, mais ça a eu un impact très très direct sur les populations bénéficiaires dès à présent. C'est-à-dire qu'il y a des morts qui sont liées à ces choses-là. C'est pas, tout ça pour vous dire que quand on parle de décisions politiques, et c'est une partie du contexte qu'il faut bien comprendre, c'est que les décisions politiques ont des effets très réels sur les populations sur lesquelles elles s'appliquent. Quand vous faites quelque chose quand vous augmentez une allocation, par exemple, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, à la fin du mois, vont toucher plus d'argent. Quand vous enlevez 5 € à des APL, ça veut dire que... voilà. Et les femmes et les hommes politiques, ils ont ça en tête. Ça fait partie de leur charge mentale. C'est-à-dire que ce n'est pas des décisions qui se prennent... On parle parfois de la déconnexion des politiques. Pour moi, il y a des connexions des politiques, mais elle n'est pas là. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont bien en tête. Donc, j'ai passé, du coup, 7 ans à l'Assemblée nationale. Alors, les 3 premières années, 100% à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que je faisais le yo-yo en TGV, parce que j'ai toujours continué à habiter à Lyon. Et donc, j'étais à l'Assemblée nationale du mardi matin, le TGV de 6 heures qui pique beaucoup, parce qu'il est très très tôt celui-là, jusqu'au jeudi midi, et le reste du temps, j'étais en circonscription. En règle générale, je ne faisais pas trop de choses le week-end, parce que ça faisait déjà des semaines un peu lourdes, et puis parce que j'avais pas extrêmement envie que ma femme demande le divorce tout de suite, donc on essayait d'équilibrer ça. Je dis ça un peu pour la boutade, mais pas tant que ça, parce qu'on va y revenir tout à l'heure sur les conditions de travail. Dans le domaine politique, les rythmes de travail ont des conséquences aussi très réelles sur la vie privée et personnelle des élus et de leurs collaboratrices et collaborateurs.
Et donc 3 ans temps plein à l'Assemblée. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc l'Assemblée nationale, comme toutes les institutions, a appris, on a appris à faire du télétravail, y compris à l'Assemblée. Petite anecdote assez sympathique, si vous n'êtes pas au courant, on s'est rendu compte quand même qu'on n'était pas du tout prêt, parce que toutes les conférences et toutes les réunions de télétravail de toutes les commissions de l'Assemblée nationale, y compris de la commission défense, étaient faites sur Zoom. Parce qu'on n'a pas été capable d'avoir un outil à nous sécurisé. Donc on avait des gens, des fois, qui s'invitaient dans les réunions entre députés. Voilà. Et bon, là, on a vu que voilà, sur la question, sur ces questions-là de travail à distance, etc., on était vraiment sur une institution qui n'était pas prête du tout. Depuis, ils se sont beaucoup améliorés, mais je pense que le Covid a été un électrochoc là-dessus. Et donc, post-Covid, j'ai continué à monter à l'Assemblée nationale, mais du coup à des rythmes un peu moins importants, parce que ça m'a permis aussi de me rendre compte que il y avait plein de moments où j'étais finalement à l'Assemblée. Est-ce que ça servait vraiment que je sois là physiquement? J'étais moins persuadé de cette chose-là. Et puis j'étais moins à cheval sur le fait de travailler au Palais Bourbon, hein, qui est un lieu de travail qui est quand même plutôt sympa. On va pas se le cacher, mais bon, on peut faire finalement aujourd'hui pas mal de choses à distance. Et ensuite, sur la dernière année, j'étais plutôt en circonscription, mais ça c'est pour des raisons personnelles, c'est parce que j'avais dealé ça avec mon député, parce que j'avais un enfant en bas âge et j'avais envie de passer un petit peu plus de temps avec lui. Et ma carrière, alors pas ma carrière de collaborateur politique, parce que j'espère bien qu'elle n'est pas tout à fait finie, je ne suis pas prêt non plus à être mis au rebut, mais en tout cas cette partie de ma carrière politique s'est arrêtée assez brutalement un soir de résultats de l'élection européenne avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc j'ai appris que je perdais mon travail devant la télé, comme la majorité des Français, puisque il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient au courant de cette décision présidentielle, ce qui est une expérience intéressante, dont je me serais peut-être passé, parce que c'est assez violent. Alors là, pour le coup, on dit, vous voyez, dans les séries américaines, on voit souvent les gens qui disent « Ah, bah, t'es pas d'accord, t'es viré, tu prends ton carton et tu t'en vas ». C'est un peu ça, hein. On a le président de la République qui dit vous avez perdu votre travail. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu, au-delà de la dissolution. Quand on parle de dissolution de l'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui est intéressant, et je reviens sur les conditions de travail des collaborateurs parlementaires, c'est qu'il y a très peu de journalistes qui ont parlé de ça, qu'en fait, on a été 2000 personnes à perdre notre travail d'un coup. 2000 personnes, c'est, dans une entreprise privée, c'est que ça commence à faire un sacré plan social. Mais dans le système politique et dans le relais journalistique, on n'en parle pas tellement. Alors évidemment, certains de mes collègues ont été licenciés, parce que c'est l'équivalent d'un licenciement économique, et on retrouvait du travail à la faveur des élections anticipées. Mais il y en a plein d'autres qui, parce que leurs élus n'ont pas été réélus, justement, n'ont pas retrouvé de travail, font d'autres choses, etc. Mais voilà, c'est quelque chose dont on parle peu. Et globalement, en fait, dans les médias, on parle peu des conditions de travail des équipes de collaborateurs politiques, pas seulement à l'Assemblée et pas seulement au Sénat, mais aussi dans les collectivités, dans les grandes villes, les métropoles, enfin partout où il y a des cabinets. Voilà, on parle peu de ces gens-là, et quand les journaux et quand l'opinion publique s'intéresse à ça, c'est souvent avec des mots qui, moi, ont tendance à m'énerver et qui ont aussi contribué au fait que j'écrive ce livre. On parle de petites mains ou de gens de l'ombre, ou voilà, nous, on est les gens au fond du bureau qu'il ne faut pas trop voir. Petites mains, c'est bizarre quand même, parce que petites mains, il faudrait qu'on s'entende sur ce que ça veut dire. Je crois qu'on utilise ça dans le monde de la haute couture. Les petites mains, donc c'est les couturières qui réalisent l'idée magnifique du maître. Bon, la politique, ça ne se passe pas comme ça, hein. On n'a pas une femme ou un homme politique qui a des fulgurances, et nous, on appliquerait comme ça ces fulgurances, qu'on traduirait en amendement, en proposition de loi et tout ça. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et en fait, toute cette manière d'utiliser le vocabulaire,
tend à invisibiliser en fait le travail des équipes, et ça a une influence très réelle sur la manière dont on envisage nos représentantes et nos représentants politiques. On a, je trouve en tout cas personnellement, qu'on a une relation un peu malsaine à nos représentants politiques en France. Ce n'est pas le cas partout en Europe. C'est-à-dire qu'on considère que dès lors qu'ils sont élus, il y a quelque chose qui s'appelle la magie sociale de l'élection. On sépare ces gens du reste de la population, peu importe qui ils sont avant, ce qu'ils ont fait, etc. Et on considère presque qu'ils sont dotés de super pouvoirs comme ça d'un coup. Bon. Et donc, ça pose quand même des problèmes parce qu'on leur enlève une certaine part de leur humanité, le droit de dire, par exemple, je ne sais pas, le droit de dire, je ne suis pas compétent sur cette question, le droit de se tromper. Tout ça leur est dénié, et on leur en met une charge, certes symbolique, mais qui a des effets bien réels sur la psychologie de ces humains. Par exemple, un député, il est censé représenter plus de 100 000 personnes. Imaginez, je veux dire, il représente plus de 100 000 personnes. Imaginez-vous, vous, un matin, on vous dit, ça y est, maintenant, toi, tu vas prendre des décisions qui sont censées représenter 100 000 personnes. C'est énorme, psychologiquement. Et en plus, ils sont pris, en fait, dans des rites institutionnels républicains qui sont hyper puissants et dont le but, effectivement, c'est de les séparer du reste de la population. Et moi, si je parle des conditions de travail des collaborateurs parlementaires, en creux, je parle aussi de comment on exerce le pouvoir en France quand on est élu. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, le fait de les doter comme ça de super pouvoirs, ce qui permet d'ailleurs souvent de vouloir les pendre haut et court dès qu'on les a élus, parce qu'ils ne font pas le travail, parce que c'est des feignants, parce qu'ils utilisent l'argent public n'importe comment, parce qu'ils sont corrompus, etc. Alors, on est dans des trucs, on a vécu des moments d'anti-parlementarisme assez primaires ces dernières années, et ça continue, simplement parce que d'un coup, en fait, on leur a donné finalement des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et ça peut avoir aussi un retentissement sur la manière dont ils gèrent, ou pas d'ailleurs, les gens qui les accompagnent, leurs collaboratrices et leurs collaborateurs. J'insiste assez lourdement sur le fait de dire, je sais que c'est un peu lourd à l'oral, mais mon livre est écrit aussi comme ça, parce que dans le monde politique, peut-être un peu plus qu'ailleurs malheureusement, les femmes sont encore très largement invisibilisées. Donc j'ai écrit tout mon livre en disant à chaque fois collaboratrices et collaborateurs, élus et élus. Alors ça alourdit un peu, mais je pense qu'il faut se forcer malheureusement à le faire encore pour que ça rentre bien dans les esprits, que la politique n'est pas qu'une affaire de l'homme, loin de là, mais qu'il y a encore du travail à faire. Et donc voilà, tout ça en fait que ça médiatise pour eux une manière d'avoir un rapport avec leurs équipes qui n'est pas toujours très sain non plus, puisque comme nous, on est considérés et présentés comme des petites mains, comme des gens de l'ombre, etc., c'est plus facile de nous traiter pas très très bien. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est pas bien nous traiter? Ça va du fait qu'il y a une constante dans le travail de collaborateurs politiques, c'est que c'est la raréfaction quasi totale de votre vie privée. C'est-à-dire que votre temps ne vous appartient plus. Pourquoi? Parce que vous travaillez avec des élus qui eux-mêmes n'ont pas de temps privé, ou très peu. Ça ne veut pas dire que vous travaillez tout le temps. Les collaborateurs politiques, et plus généralement les gens qui vous disent qu'ils travaillent tout le temps, 10 ou 12 heures par jour, sont des menteurs, c'est pas vrai. Par contre, on travaille en continu, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que, par exemple, dans une journée, vous pouvez être en rush de 8 heures du matin à 13 heures, et puis entre 13 et 17, il ne va rien se passer de spécial. Mais par contre, de 18 à minuit, vous allez devoir être sur le pont parce qu'il y a des urgences, parce qu'il faut écrire absolument ça, il faut faire cette note, il faut écrire cet amendement, il faut envoyer ça à machin, on a une réunion publique, etc. Donc c'est un rapport au temps qui est très particulier et qui n'a pas de week-end, qui n'a pas de vacances.
Parce que même en vacances, en fait, vous ne décrochez jamais, à moins d'avoir une démarche très volontaire là-dessus. Moi, j'avais des collègues qui désinstallaient toutes les applis qui désinstallaient toutes les applis de messagerie de leur téléphone en partant en vacances et qui les réinstallaient en rentrant pour être sûr d'être à peu près tranquille. C'est un cas un peu extrême, mais parce que, en fait, vous travaillez avec des gens qui considèrent qu'ils peuvent vous envoyer des messages tout le temps, vous demander des trucs tout le temps, de préférence le dimanche soir, sinon c'est pas marrant. Mais par contre, alors qu'ils vous disent « Ouais, non, mais c'est pas grave, moi je t'envoie des trucs, mais c'est pas pour que tu répondes tout de suite. C'est parce que moi, à ce moment-là, je pense à ça. » Mais ils ne comprennent pas que vous, quand vous recevez le message, même si on vous dit que c'est pas pour répondre tout de suite, ça vous met une charge mentale. Et donc, en fait, la fatigue, elle vient du fait que ça ne s'arrête jamais et que vous-même, vous devenez complice de ce genre de choses. Déjà parce que vous faites quand même un travail passionnant et qu'en général, vous devenez un drogué, mais alors là, je parle de drogue dure, de l'actualité politique. C'est-à-dire que le matin, la première chose que vous faites, avant même d'aller aux toilettes, c'est de regarder votre téléphone parce que vous avez les 50 notifications calibrées sur les choses politiques. C'est la première chose que vous regardez. Et puis après, toute la journée, vous vous shootez à ça en plus du travail. Le soir, avant de vous coucher, c'est ça que vous regardez. Comme vous travaillez en politique, les gens que vous rencontrez, et y compris les gens de votre famille, vous parlent politique, même si vous avez envie de décrocher, c'est pas possible. Et je parle à cette vitesse-là parce qu'en général, c'est l'impression que ça a. C'est-à-dire que vous êtes sûr que vous êtes dans un toboggan qui ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est un des aspects du travail. Alors sachant que au bout de 10 ans, on arrive quand même à freiner un peu et notamment à mieux s'organiser pour avoir un petit peu plus de temps perso, mais la question du travail en continu ne s'efface jamais totalement. On arrive à se dégager un peu plus de temps, mais pas forcément à des périodes où le commun des mortels en fait a du temps. Enfin, tout ça est un peu plus compliqué, mais on arrive à décélérer un peu parce que un des aspects aussi du travail en politique, c'est quand même que dans la plupart des équipes, et parce que en fait, les élus n'ont jamais été formés à la gestion de personnel, mis à part si avant ils avaient des salariés et des gens qu'ils ont fait bosser des gens avant dans leur biographie, ils ne sont pas formés à ça, donc en réalité le travail n'est pas si bien organisé que ça et on passe beaucoup de temps à des choses qui ne sont pas forcément prioritaires, beaucoup de temps à discuter, à perdre du temps et du coup il faut quand même faire les choses derrière, donc tout ça n'est pas très bien organisé. Avec le temps on y arrive un peu plus. Mais en tout cas, il y a cette idée du temps qui se dilate d'un coup, qui se ralentit d'un coup. D'ailleurs, je vous enjoins à lire, ou en tout cas à prendre connaissance d'un chapitre d'un livre qui a été écrit par un chercheur au CNRS, sociologue, qui s'appelle « Les candidats ». Lui s'appelle Oyon. Les candidats, en fait, c'est une étude sociologique sur tous les nouveaux arrivants à l'Assemblée nationale en 2017, et notamment tous ces députés dits de la société civile, et notamment du privé, qui ont débarqué à l'Assemblée nationale. Et ce chapitre sur le temps est assez intéressant parce qu'il montre comment, y compris des gens qui venaient quand même de grosses boîtes, en règle générale, etc., ont complètement burné en décembre 2017 parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire autant politique, non pas parce qu'ils travaillaient plus qu'avant, mais parce que je vous dis, il y avait cette histoire de temps continu et surtout de temps très irrégulier qui les fatiguait beaucoup, sans trahir un secret puisque ce n'est pas un secret puisqu'il était en train de parler avec des journalistes. Moi, je me souviens très clairement de Bruno Bonnell, que certains peut-être connaissent ici, puisqu'il a notamment œuvré pas très loin dans le 9e à une certaine époque dans les jeux vidéo, qui est quand même un gars qui a eu plusieurs boîtes, qui participe à je ne sais plus combien de conseils d'administration et qui a été responsable de France 2050. C'est l'équivalent d'un secrétariat d'État, en fait, un petit peu en projection économique, qui est quelqu'un qu'on ne peut pas accuser. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une espèce de prototype de l'entrepreneur privé, justement, qui travaille tout le temps.
Décembre 2017, moi je suis dans la salle des 4 colonnes, je rentre au bureau et je le vois face à des journalistes et il dit, le journaliste lui dit alors qu'est-ce que vous allez faire pendant Noël? Il dit bon bah déjà je vais dormir parce que je suis épuisé. Et vous allez faire quoi d'autre? Il dit bah, je vais essayer de faire en sorte que ma femme ne demande pas le divorce parce qu'elle ne m'a pas vu en fait depuis le mois de juin. Et donc tout ça pour dire que c'est des conditions de travail et un rapport au temps qui est très particulier et qui arrive à user même les plus endurcis d'entre nous. Et du coup, le problème, c'est que quand vous êtes collaborateur politique, la limite entre la sphère privée et la sphère professionnelle tend à s'estomper de plus en plus, et voire même à totalement disparaître. Y compris parce qu'on vous renvoie toujours à cette identité-là dans le peu de relations privées que vous avez, parce qu'on est dans un pays où les gens aiment bien parler de politique. Et donc, ça, c'est un aspect très important, c'est-à-dire que quand vous rencontrez des difficultés au travail, quand vous faites des bêtises, quand il y a des loupés, quand il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, comme il n'y a plus de frontières claires entre votre sphère personnelle et votre sphère professionnelle, vous êtes plus tellement dans l'idée où, bon, bah là, j'y arrive pas, ou en ce moment, ça vous remet en cause vous. Moi, j'ai vu beaucoup de collaborateurs politiques qui, quand ils rencontraient des difficultés professionnelles, en fait, avaient l'impression que c'était l'intégralité de leur personne qui se trouvait remise en cause. Et ça, c'est assez dangereux dans cette chose-là. L'autre aspect du travail, des conditions de travail du collaborateur politique, c'est qu'il doit trouver le moyen de parler et de faire passer ses idées à l'élu avec lequel il travaille. On a souvent l'impression que les collaborateurs politiques sont vraiment au contact des élus pour lesquels ils travaillent. Sauf que nous, des fois, pendant 3-4 jours, on n'arrive pas à les choper. On sait où ils sont puisqu'on gère leur agenda, mais on n'arrive pas à les choper, on n'arrive pas à leur parler, on a des choses à leur faire arbitrer, on n'y arrive pas. On a des gens qui nous appellent pour nous engueuler parce qu'ils attendent des arbitrages qui n'arrivent pas. On essaye de les appeler des fois pendant 2-3 heures, on n'arrive même pas à les avoir au téléphone. Et donc, il faut arriver à jongler avec ça et à trouver le moyen de les bloquer quelque part et de leur parler et de leur faire arbitrer des choses, et de leur faire passer des idées et d'arriver à les conseiller malgré tout. Et ça, c'est pareil, c'est un sport à part entière. Et l'autre grand trait, je pense, qu'il faut avoir en tête sur les conditions de travail, c'est que la mission principale, si on devait définir la mission principale d'un collaborateur politique, c'est quelqu'un qui est censé faire à peu près tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l'exercice en fait, de l'élu pour lequel il travaille. Définition qui pose un certain nombre de problèmes, puisque faciliter l'exercice du pouvoir de l'élu, c'est à la fois donc faire en sorte que les choses se passent assez bien, c'est-à-dire arriver à gérer le planning, son agenda, arriver à remplir les missions qui vous sont attribuées, c'est-à-dire répondre aux mails, faire des amendements, faire des propositions de loi, faire de la politique avec le parti de l'élu dont vous dépendez, faire quand même de la présence sur le terrain, etc., etc. Mais c'est aussi un danger parce que ça peut vite déraper en là, je dois aller quelque part, je devais passer chercher ça dans tel magasin, est-ce que tu peux aller le chercher du coup? Parce que ça me fait gagner du temps et moi, ça me permettra d'être à l'heure au rendez-vous. Et puis, ça peut être, du coup, j'ai pas le temps d'aller chercher mes affaires au pressing de l'Assemblée, est-ce que tu peux aller chercher mes affaires au pressing de l'Assemblée? Et puis, dans certaines équipes, on s'est rendu compte que ça voulait dire, samedi soir, j'ai un événement politique et puis il n'y a personne pour garder mes enfants, est-ce que vous ne voudriez pas garder mes enfants aussi? Et puis voilà, vous voyez exactement où ça peut amener.
ce qui est évidemment totalement interdit par la loi, mais le statut du collaborateur politique est suffisamment flou pour que toutes ces choses-là, en fait, arrivent insidieusement à se réaliser. Et donc, il faut arriver à toujours garder en tête quelle est la sphère professionnelle, quelle est la sphère personnelle, parce qu'une fois, en fait, que vous avez accepté une fois d'aller chercher les fringues de votre député au pressing, il va vous demander d'aller les chercher systématiquement et vous aurez beaucoup plus de mal à dire non. De la même manière, pour des questions de sécurité assez élémentaires, il est déconseillé d'accepter d'aller travailler avec ça ou son député à 23h30 dans son appartement, ouais, aussi là où je veux en venir, alors que c'est des choses qui vous sont proposées assez fréquemment. Il y a tout un tas de choses qui pourraient sembler totalement incongrues dans d'autres boulots qui le sont finalement pas tant que ça. À l'Assemblée nationale, pour vous donner un exemple, pas dans le Palais Bourbon, mais juste en face, au 101 de la rue de l'Université, il y a ce qu'on appelle les bureaux-chambres des députés. Bureaux-chambres, comme leur nom l'indique, c'est un bureau, en général où il y a 2 pièces. Il y a une pièce où il y a un lit qui rentre dans le mur et qui se referme avec un bureau, et une deuxième pièce où il y a un autre bureau ou 2 bureaux où il y a les collaborateurs qui travaillent. Sauf que la douche, elle est là à l'entrée. Et que les parlementaires, ils ont tendance à siéger assez tard le soir dans l'hémicycle. Et donc quand vous arrivez en tant que collaborateur, on vous demande quand même d'arriver au boulot relativement tôt, même si l'Assemblée, ça commence pas très tôt le matin. Mais bon, à 9h au moins, souvent, en fait, vous vous trouvez nez à nez avec la personne pour qui vous travaillez qui sort de la douche avec une serviette autour de la taille. C'est particulier. Ça facilite... vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire ça facilite cette sorte de brouillage entre le personnel et le professionnel. Donc voilà, il y a un certain nombre de dangers, il y a un certain nombre de choses à savoir et qui ne sont en fait expliquées nulle part. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que, et après je vous laisserai la parole pour les questions, parce que je ne veux pas être trop long, sinon je continuerai si vous n'avez pas de questions. Mais l'idée, c'est que j'ai écrit ce livre parce que déjà ça fait 5 ans que je donne des cours à des étudiants comme vous pour devenir collaborateur politique, et où je leur explique ça pendant mes cours. Et donc, j'ai cherché des ressources, des endroits où ces choses-là étaient marquées, développées et tout ça. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, si vous avez des références, je les veux bien. Mis à part un excellent podcast que je vous conseille qui s'appelle Les Ombres, qui est une série de podcasts spécifiquement sur la question des collaborateurs politiques que vous trouvez partout, sur toutes les plateformes. Les Ombres, c'est en 6 parties, je crois, c'est absolument passionnant. Ça, c'est une ressource très intéressante. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de documents, de références. Et en fait, mis à part des choses assez creuses sur des espèces de fiches de poste qui n'existent pas vraiment, sur les collaborateurs politiques, il n'existe rien, en fait, pour vous dire vraiment comment ça fonctionne et vous mettre en garde par rapport à 2-3 dangers inhérents à ce travail-là, qui, je le répète, est avant tout passionnant. Parce que des fois, moi je fais des interventions, après les étudiants ils me disent mais du coup, pourquoi on irait dans cette galère? Parce qu'en fait c'est totalement passionnant, parce que le monde de la politique, moi je ne serais pas resté 10 ans si j'y avais pas trouvé mon compte sur plein d'endroits. Et c'est notamment passionnant pour une chose qui est très simple et à la fois qui est, que je trouve à chaque fois magnifique, c'est que le matin, et c'est vrai, vous savez à peu près ce que vous devez faire, ça ne se passe jamais comme ça. En fait, ça ne se passe jamais comme vous l'avez prévu. Pour plein de raisons différentes, en fait, vous n'êtes absolument pas maître de ce qui va se passer dans votre journée. Alors, ça peut avoir un côté un peu pénible, parfois, mais en même temps, il y a quand même peu de boulot où vous avez cette sorte d'aventure au quotidien, quoi. C'est quand même assez... en tout cas, moi, je trouvais ça assez exaltant, etc. Je pourrais parler pendant des heures, mais je vous propose déjà, si vous avez certaines questions, que je puisse y répondre, et puis ça me permettra de dire d'autres choses. Sinon, je continue à parler, c'est la punition pour vous.
monsieur. Je voulais vous demander quel était votre meilleur souvenir, une anecdote que vous pouvez nous raconter autour de l'une de vos expériences dans le conseil politique. Alors, un de mes meilleurs souvenirs. C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais je crois, si vous le permettez, je vais en donner deux, parce que c'est dur de choisir. Le premier, et c'est en fait un meilleur souvenir qui a eu lieu souvent, il y a quelque chose qui est absolument magique quand vous travaillez à l'Assemblée nationale et quand vous travaillez pour une députée ou un député, c'est qu'on est dans un pays où quand un député demande à quelqu'un, n'importe qui, à peu près, de venir lui expliquer quelque chose à l'Assemblée nationale, en général, la personne vient. Donc ça peut être des chercheurs de très haut niveau, ça peut être des gens engagés dans telle ou telle cause, ça peut être des spécialistes de tel ou tel sujet. Et en général, c'est des gens passionnants. Et c'est des gens auxquels vous n'avez pas accès la plupart du temps, où c'est très compliqué d'avoir accès à ces gens-là. Donc ça, c'est absolument passionnant parce que vous pouvez être au contact, et en plus au contact, alors là, c'est des rendez-vous en général petit comité, hein, vous êtes vraiment 4-5 avec des chercheurs de haut niveau, avec des prix Nobel d'économie, etc. Bon, ça, moi, j'étais à chaque fois comme un enfant dans un parc d'attractions, quoi. Et donc, je me souviens notamment d'une intervention absolument magistrale de François Héran, professeur au Collège de France, devant les députés de la Commission des Affaires étrangères sur la question des migrations, qui m'a laissé sans voix parce que bon, François Héran est quelqu'un de passionnant et de vraiment de brillant, c'est un orateur brillant. Et en plus, si vous voulez, il y avait vraiment un effet. Moi, je voyais les députés couvraient de grands yeux parce qu'ils battaient en brèche tout un tas d'idées reçues sur cette question-là. Et Dieu sait si. Et encore, je parle d'idées reçues parce que je suis sympathique et parce que je ne veux pas parler de fausses informations, mais voilà, c'était une sorte de bouffée d'oxygène intellectuel. Et puis, il y a des victoires, évidemment politiques. Alors, qui ont été moins nombreuses là sur ces 10 ans, je ne vais pas vous le cacher, mais il y en a eu quand même, quelques-unes quand vous avez œuvré vraiment. Bon, ne serait-ce que quand on a eu l'engagement vraiment chiffré, à l'époque c'était Jean-Yves Le Drian qui était ministre des Affaires étrangères, de l'augmentation continue sur 5 ans des budgets d'aide publique au développement. C'était vraiment un bon moment puisque j'avais eu l'occasion et la chance de pouvoir participer d'avoir pu alimenter le ministre avec des notes, on avait fait un gros boulot en fait pour faire du lobbying interne sur le ministère, vraiment pour que cette trajectoire soit respectée, et parce que ça touchait à des choses qui avaient été mon combat et qui le sont toujours. Et donc quand vous avez l'impression vraiment d'avoir œuvré dans le sens de ce que vous croyez bien pour la collectivité, c'est vraiment des moments sympathiques, quoi. Parce que parfois, et souvent, c'est pas aussi facile que ça et c'est pas aussi positif que ça, parce que il y a 3/4 du temps où vous avez quand même l'impression de faire, quand vous faites un pas en avant, d'en faire 3 en arrière. Bon, c'est la politique qui veut ça. C'est un sport d'endurance, hein, c'est pas du sprint, c'est du marathon. Mais c'est vrai que du coup, ça ouvre, permet de s'oxygéner un peu. Bonjour monsieur, merci d'être venu ce soir pour nous parler de votre expérience. J'ai une petite question sur votre terme, votre titre, milieu hostile. Je ne comprends pas bien en quoi ça consiste, si vous pouvez nous expliquer un petit peu. Voilà. Oui, avec plaisir. Alors, milieu hostile. Pourquoi j'ai choisi ce terme? Parce que la politique, c'est un monde et à la fois un microcosme, mais passionnant.
mais qui est, oui, particulièrement hostile. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en politique, pour arriver, par exemple, à être élu, la première chose que vous devez faire, c'est passer devant vos amis, ceux qui sont à côté de vous. Puisque comme il y a beaucoup de prétendants et pas beaucoup de postes, en général, les premières traîtrises, les premiers coups dans le dos, ils viennent de vos amis, des gens qui sont à côté de vous, pas en face, à côté de vous. Donc déjà, ça donne une ambiance un petit peu particulière. On dit souvent que on sait qu'on va avoir des opposants politiques, et ça, évidemment, ça fait partie du dialogue démocratique, et c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est qu'on n'est pas tous d'accord, mais le fait de devoir se méfier des gens qui sont juste à côté de vous, ça donne déjà quelque chose d'un peu particulier. Il faut savoir aussi que c'est un milieu assez rugueux. Dans un monde où on a tendance à euphémiser pas mal et notamment au travail, hein, où les relations au travail peuvent être très violentes, mais vous savez, enrobées, je ne sais pas comment dire, mais d'un discours assez euphémisé. La politique, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, en règle générale, on vous dit parfois des choses très directes, très blessantes, pas forcément très sympathiques, en face. C'est un peu le côté politique à la hussarde, vous voyez. Donc ça rend... donc du coup, vous êtes toujours un peu sur vos gardes parce que vous ne savez jamais de quel côté ça va partir, mais vous savez que probablement à un moment donné, ça va le faire. Donc ça donne un petit peu ce côté hostile. Et puis parce que c'est quand même la condition de travail, et notamment du personnel politique, on est dans des conditions qui sont très instables et très précaires en réalité. Nous, on fait partie, par exemple, les collaborateurs parlementaires, on n'a pas de convention collective. Nos contrats de travail s'arrêtent du jour au lendemain si l'élu pour lequel on travaille n'est plus élu du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé pour la dissolution, mais c'est ce qui peut se passer dans d'autres cadres. Dans nos contrats, il existe une clause qui permet à l'élu de nous débarquer à n'importe quel moment. C'est-à-dire vous partez un vendredi soir et puis le lundi, vous n'avez plus de travail. Ce qui fait le côté hostile de la chose. J'ai un collègue, par exemple, qui... alors ça se fait beaucoup de signer à la place de son élu. Parce que comme pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, comme on a du mal à le choper, comme on ne sait jamais où il est, etc., en général, on se met d'accord sur... Il nous délègue la signature et on imite sa signature sur certains documents, ou alors c'est des signatures numériques, etc. Bon, j'ai un collègue qui, sous ordre de son élu, a signé un document un vendredi soir. Il se trouve que, en fait, l'élu, je pense, n'avait pas fait très attention à ce qu'il devait signer et il a donné l'ordre sans un peu par-dessus la jambe. Donc, l'élu s'est fait remonter les bretelles, dirons-nous, pendant le week-end. Le lundi, mon collègue n'avait plus de travail, puisqu'il a servi de fusible. Et les collaborateurs politiques servent souvent de fusible. On est des fusibles pour éviter que l'élu saute. Ça fait aussi partie du côté hostile de la chose. Voilà, c'est un petit peu cet environnement-là qui fait que... et puis parce que, un dernier aspect, c'est que vous voyez, par exemple, l'Assemblée nationale, c'est des institutions qui sont en réalité très complexes. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe sur les plateaux en ce moment, même des soi-disant spécialistes de la question parlementaire, des constitutionnalistes, etc. Des fois s'en mêlent un petit peu les pinceaux sur les fonctionnements parlementaires parce que, en fait, moi, au bout de 7 ans, je découvrais encore des subtilités dans les règlements, dans la navette parlementaire, dans certains articles qui permettaient de faire ça et pas ça. Donc c'est un peu, si vous étiez dans une jungle, dans une forêt, vous essayez de trouver votre route, mais ce n'est pas tous les jours facile parce que c'est très dense et c'est très complexe. L'opération, par exemple, qui est quand même le moment fort de notre Parlement tous les ans,
et qui pose en ce moment-là vraiment problème, qui est tout le travail sur le PLF, sur le budget de l'État. Bon, imaginez, tous les ans, les députés, les sénateurs examinent toutes les lignes de toutes les missions budgétaires de l'État. Si je vous montrais la tête des tableaux Excel juste pour une petite mission, et sachant qu'il y en a des centaines, ça donne vraiment une impression, là, pour le coup, de jungle. Et ça remet aussi un peu les choses en perspective sur, justement, les super-pouvoirs des élus. Moi, pour comprendre correctement la mission budgétaire aide publique au développement, qui ne représente, je vous rappelle, que 6 milliards. Donc c'est une micro-mission dans le budget de l'État, 6 milliards, c'est petit. J'ai mis des années à comprendre toutes les subtilités juste de ce budget-là. Comment ça marche exactement, quelles dépenses sont affectées à où et tout. Mais avec des auditions, avec des hauts fonctionnaires de Bercy, enfin je veux dire en m'y attelant. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose de foisonnant et parfois et souvent, les élus se sentent un peu perdus au milieu de tout ça. Et ça fait partie du côté un petit peu hostile. Et pourtant, on leur demande de prendre des décisions éclairées pour la collectivité, avec un sens. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est quelque chose sur lequel j'appuie à chaque fois quand j'interviens, et notamment auprès des étudiants, parce qu'on présente souvent les élus comme des gens assez cyniques. Non, non. Moi, les élus que j'ai croisés à l'Assemblée nationale, dans leur quasi... Alors, évidemment, il y a toujours, dans les groupes humains, il y a toujours des contre-exemples. Mais j'ai surtout croisé des gens qui étaient très attachés à leur fonction et très attachés à vouloir œuvrer pour le pays. Et donc ça met un poids sur les épaules et ça met une charge mentale qui n'est pas tous les jours facile à gérer. Surtout quand vous devez vous colter avec des sujets qui sont quasiment tous les sujets sont extrêmement complexes. Dès qu'on gratte sur un sujet, ne serait-ce que parce que quand vous allez prendre une décision, ça va avoir par rebond des conséquences sur tout un tas de choses, tous les sujets sont super complexes. Il n'y a pas de sujet simple en fait. Et alors ça pose la question, moi je trouve, et c'est la réflexion que je me suis fait après toutes ces années, c'est qu'il y a eu, et notamment, alors ça avait commencé un peu avant hein, sous François Hollande, mais à partir de 2017, ça s'est vraiment encore aggravé, c'est qu'il y a eu une accélération absolument dingue de l'examen des textes au Parlement. C'est-à-dire que moi je me souviens 2017, 2018, 2019, on examinait 3, des fois 4 textes en même temps. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sont faits pour ça, avec des spécialistes qui bossent sur... Mais n'empêche que tous les députés sont censés voter tous les textes. Moi, il y avait des textes qui étaient votés, et pourtant j'étais... Alors là, pour le coup, en plus, on avait les bureaux dans le Palais Bourbon, à 2 pas de l'hémicycle. Il y avait des textes qui étaient votés, je m'en apercevais après, tellement c'était foisonnant. Et je ne suis pas sûr que voter comme ça, dans l'urgence, soit une bonne chose pour la démocratie. Je ne suis vraiment pas sûr de ça. Je pense que... on parle beaucoup aujourd'hui d'une assemblée qui est un peu paralysée, etc. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une assemblée qui prend plus son temps pour travailler mieux et ça évite déjà de voter des textes qui ont des effets induits négatifs qu'on n'avait pas prévus. Je ne vous fais pas le résumé de tous les rétropédalages qui ont eu lieu sur certaines choses qui sont votées. On est obligé de voter quelque chose derrière pour corriger un effet et tout ça. Et puis, je trouve que c'est plus conforme, en tout cas, à l'idée que moi je me fais du système démocratique, où en fait la loi doit vraiment sortir d'une controverse. Et là, l'accélération fait qu'on n'a pas le temps vraiment de creuser les sujets, on n'a pas le temps de se faire un avis réellement éclairé. Et comme l'agenda parlementaire est largement dominé par l'exécutif, du coup, ça minimise un petit peu le pouvoir du Parlement et je trouve ça dommage.
Parallèlement, par exemple, on dit que le Sénat travaille mieux en ce moment, mais parce que aussi il travaille moins vite, il travaille dans d'autres conditions, et effectivement, et c'est vrai que les rapports du Sénat en ce moment, enfin le travail sénatorial est de meilleure qualité, je trouve, que le travail qui sort de l'Assemblée nationale, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que l'Assemblée nationale, c'est quand même l'Assemblée qui représente les citoyens, quoi. Donc ça me semble assez intéressant de pouvoir voilà, plus prendre son temps, parce qu'en réalité, les urgences légistiques, il n'y en a pas tant que ça. Et ça rejoint une dernière chose, c'est que je ne suis pas persuadé non plus que légiférer sous le coup de l'émotion, ça soit une bonne idée, en règle générale. Ce qui est paradoxal, je vais être complètement paradoxal, malgré le fait que la politique, ça n'est que des affects. Mais légiférer sous le coup de l'émotion, c'est pas forcément une bonne idée, je pense. Bonsoir. Pendant votre intervention, vous avez longuement évoqué la frontière poreuse entre vie privée et exercice professionnel dans la fonction de collaborateur parlementaire. À titre personnel, pendant mon stage à l'Assemblée nationale, j'ai pu observer qu'il existait plusieurs syndicats de collaborateurs. Alors, quelles sont les différences entre eux? Représentent-ils plutôt une tendance de gauche ou plutôt une tendance de droite, tous les deux? Et enfin, apportent-ils vraiment des résultats concrets pour le droit des collaborateurs parlementaires? Alors effectivement, il existe plusieurs syndicats de collaborateurs. En gros, et ça n'a pas changé tellement depuis 2 ans, en gros, pour les collaborateurs de sensibilité de gauche, on s'était tous regroupés sous la bannière de la CGT, pas forcément parce qu'on adhérait 100% aux valeurs de la CGT, mais parce que on avait compris qu'il fallait qu'il y ait un syndicat où on soit tous pour avoir du poids. Et que ça ne servait à rien de s'éclater dans plein de petits syndicats, etc. Donc tous les collaborateurs qui avaient une sensibilité de gauche élargie, écolo, gauche, etc., on s'était mis au sein de la CGT. Il y a un autre syndicat qui est assez important qui, lui, réunissait plutôt les collaborateurs qu'on appelle ça comment, du bloc commun, du socle commun. Et après, il me semble qu'il y avait un syndicat pour les collaborateurs de droite, mais qui n'était pas très puissant parce qu'ils n'étaient pas très nombreux. Et moi, je suis parti avant que le Rassemblement national fasse une grosse percée. Donc, de leur côté, je ne sais pas comment ça se passe. Les syndicats sont utiles, mais il y a un problème assez important, c'est que la durée de vie des collaborateurs parlementaires, si j'ose dire, est assez limitée. C'est des métiers où il y a beaucoup de turnover. Moi, j'y ai passé 7 ans, je suis une anomalie statistique. On est très peu. En fait, à l'Assemblée nationale, une fois que vous avez 2 à 3 ans d'ancienneté, vous êtes déjà un vieux de la vieille. On vient vous voir comme si vous étiez un ancien sur la montagne, parce qu'il y a énormément de turnover pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a pas mal de jeunes gens, notamment en sortie d'études, qui passent par l'Assemblée nationale pour aller faire autre chose derrière, et je trouve ça très sain et très, très intéressant. Parce que comme c'est une sphère professionnelle hostile, il faut quand même tenir sur la longueur, c'est pas facile. On a pas mal malheureusement de collègues aussi qui abandonnent pour plein de raisons, mais parce qu'ils sont épuisés tout simplement, notamment. Et donc pour arriver, si vous voulez, à maintenir des revendications sur le long terme, c'est compliqué puisque les représentants changent. Et puis, dans le même temps, en fait, à chaque fois qu'il y a une élection législative, les députés changent. Et ce n'est pas toujours, du coup, les mêmes députés qui, après, il faut trouver des députés qui veulent porter aussi les revendications des collaborateurs auprès de la présidence de l'Assemblée. Donc,
En fait, l'aspect mouvant, si vous voulez, facilite pas la revendication syndicale, si j'ose dire. Il y a eu des avancées ces dernières années, il y a eu quelques avancées ces dernières années, notamment il y a eu la création d'une cellule d'écoute sur les questions de violences sexistes et sexuelles et de harcèlement moral. Il fallait vraiment qu'il y en ait une. Parce qu'avant ça, en fait, il fallait notre seul moyen d'aller voir quelqu'un, c'était bon, soit les syndicats qui ont toujours fait ce job-là, soit les services de la déontologie de l'Assemblée. Bon, et c'est un mystère pour personne parce que en fait, le service de déontologie de l'Assemblée, il peut pas être dans tous les trucs. Ils sont plutôt du côté des députés, en fait, parce qu'ils sont faits pour ça. C'est pas une question de, ouais, je peux pas les. C'est une question de fonctionnement. C'est pas une question de parti pris. Donc ça, c'était plutôt une bonne idée. Après, il y a plein de choses à faire. À la suite de ce livre-là, j'ai écrit plusieurs articles dans une newsletter qui s'appelle Entourage, qui est spécialisée sur les questions politiques, que je vous conseille parce qu'elle est assez intéressante. Et notamment, il y a plein de choses à faire encore sur notamment la comptabilisation des heures de travail réelles. Pas forcément pour des questions de revendication salariale classique, mais juste pour pouvoir dire à son employeur, tu vois là, je viens de me taper un mois à je sais pas combien d'heures, j'ai besoin d'un break de 3 jours. Laisse-moi un break de 3 jours. Déjà juste ça, parce que de toute manière, on peut pas. Enfin, c'est très compliqué de quantifier des heures comme dans d'autres emplois, parce que encore une fois, c'est vraiment pas Enfin bon, c'est compliqué au forfait, etc. Mais il n'y a pas d'outils vraiment mis à part de manière assez volontaire dans les équipes. Il n'y a pas d'outils de comptage des heures que vous passez au travail, ce qui est quand même assez fou. Il n'y a pas de grille de salaire, ce qui est quand même là aussi un problème. Parce que, outre le fait qu'il peut y avoir des différences de salaire à l'intérieur même des équipes qui ne sont pas forcément légitimables jusqu'au bout, même si maintenant les services de l'Assemblée conseillent quand même les députés là-dessus et leur disent de faire attention sur ces choses-là. Mais il n'y a pas de grille de salaire officielle avec un système voilà, de primes ou d'échelons. Enfin, il y a un système d'ancienneté, c'est-à-dire que plus vous restez longtemps, plus votre salaire évolue, ça c'est sûr, mais c'est géré par les... Et le problème du fait de ne pas avoir de grille de salaire, c'est aussi que, notamment pour les gens qui ne passent pas beaucoup de temps à l'Assemblée, quand ils sortent, bah finalement, en fait, ils n'ont pas de... C'est compliqué pour eux d'aller renégocier un salaire dans d'autres institutions, parce que comme c'est un peu variable, on a des collabs parlementaires qui sont au SMIC, il y en a d'autres qui gagnent très bien leur vie, on ne sait pas très bien pourquoi, comment, etc. Donc tout ça fait en sorte que aussi qu'on ne nous prend pas très au sérieux en termes de, je sais pas, mais de corporation professionnelle. C'est une manière aussi de reconnaître la compétence, d'avoir une grille de salaire un peu stable. Voilà, il y a des avancées possibles là-dessus, et puis de reconnaissance, ne serait-ce que symbolique, parce que c'est important. Il y a plein d'endroits de l'Assemblée nationale où les collaborateurs parlementaires sont tout juste tolérés, alors que c'est notre endroit de travail. Ils ont essayé, par exemple, de nous interdire l'accès au périmètre sacré pendant les QAG, ce qui est quand même juste une honte. Enfin, ouais, le périmètre sacré, enfin, vous connaissez comme vous avez fait un stage, mais pour les autres, le périmètre sacré, c'est simplement pendant les sessions et notamment pendant les QAG, le tour de l'hémicycle. Il y a les huissiers qui font attention à qui peut rentrer ou pas, et en fait, normalement, c'est accessible qu'aux députés, aux collaborateurs parlementaires, aux collaborateurs des ministres et aux ministres. Mais bon, c'est un moment qui est assez stratégique, c'est un moment aussi où les collaborateurs parlementaires peuvent aller choper les collaborateurs ministériels pour arriver à leur dire des choses, votre député, il peut vous demander, et ils voulaient nous interdire ça. Ne serait-ce que symboliquement, vous voyez, on retourne dans cette histoire de petites mains, de gens qu'on siffle quand on a besoin d'eux et puis qu'on remet dans l'ombre. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Bon, on ne parle pas de la buvette, parce que ça, c'est des trucs, c'est des traditions immémoriales. La buvette, alors le système en plus est compliqué, c'est-à-dire la buvette est interdite aux collaborateurs le mardi, le mercredi
parfois le jeudi, mais pas tout le temps. Et le reste du temps, on a le droit d'y aller, mais accompagné d'un député, et pour autant qu'il y ait de la place à l'intérieur. Vous voyez que, en fait, bon, voilà. Ouais, c'est des choses comme ça qui peuvent vous paraître symboliques, mais qui ne le sont pas tant que ça. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans les ascenseurs, il y a certains députés qui vous poussent physiquement, parce qu'ils n'ont pas assez de place. Donc vous vous retrouvez collé sur le fond de l'ascenseur, des choses comme ça. Donc il faut qu'il y ait une meilleure prise en compte de ce qu'est le personnel politique et de ce qu'il apporte en fait à l'institution. Parce que, spoiler alert, les députés, il n'y en a pas beaucoup qui savent écrire des amendements. Ils ne savent pas, sauf s'ils ont été juristes avant. C'est les collabs qui les écrivent, les amendements. Et alors, il y en a encore moins qui savent les déposer sur la plateforme numérique de l'Assemblée nationale. Ils ne savent pas, ils n'y vont jamais, ils n'ont même pas de mot de passe pour y accéder. Ne serait-ce que pour ça, si on considère que le gros du travail d'une députée ou d'un député, c'est de faire la loi et en tout cas de l'amender, on devrait porter aux collaborateurs parlementaires un peu plus de respect. Parce que c'est eux qui font. C'est eux qui écrivent. Alors ça ne veut pas dire qu'ils écrivent comme ça, c'est pas eux qui décident. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Mais moi, c'est le côté négation du travail d'équipe que je trouve assez délétère, mais pour notre système politique en règle générale, parce que, encore une fois, on retombe sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, du côté élu super-héros qui peut tout, qui fait tout. Non, un élu tout seul, il fait rien. Parce qu'il peut pas, parce que c'est pas voilà. C'est des femmes et des hommes comme tout le monde qui doivent dormir, manger, être assez reposés pour se concentrer, parce que sinon ils font n'importe quoi, sinon ça marche pas en fait. Et moi je demande juste à ce qu'on reconnaisse ça, et surtout qu'on fasse plus de pédagogie aussi dans l'ensemble de la société pour que les gens prennent conscience de ça en fait. Que c'est pas parce qu'on délègue principe de la représentation politique, c'est important de déléguer parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Mais ce n'est pas parce qu'on délègue quelque chose à quelqu'un que ça change d'un coup ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Et je trouve qu'on gagnerait à avoir une relation plus saine, et je pense qu'en réfléchissant comme ça nous permettrait aussi d'amender pour le coup notre système politique dans un sens en leur enlevant un petit peu de cette pression qui est quand même assez insupportable, pour les aider en fait à avoir ça, à réaliser ce mandat de manière plus agréable et plus calme, et je pense que vraiment, au-delà de toute considération politique, ça améliorerait beaucoup les décisions qui sont prises, en tout cas au sein des assemblées. Je pense, très honnêtement. Et je ne demande pas... l'idée, c'est que ce n'est pas seulement je trouve que, très honnêtement, les conditions de travail des collaborateurs parlementaires dans une institution qui fait la loi, et notamment les lois liées au travail, et qui ne les respecte pas à l'intérieur de l'institution, je trouve que c'est pas... Voilà, en termes de valeur, je trouve que c'est pas tenable, c'est pas explicable. Mais au-delà de ça, je pense que ça aurait un réel effet bénéfique sur notre système politique. Mais il faut abdiquer cette idée de l'élu tout-puissant, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Enfin, là-dessus ou sur autre chose, d'ailleurs. Bonsoir, merci pour la conférence. J'avais une question sur les réformes, parce que vous avez pas mal pointé les problèmes qu'il peut y avoir avec le métier de collaborateur parlementaire. Est-ce que vous avez des réformes assez précises qui pourraient être mises en place pour éviter que justement les collaborateurs soient entièrement dépendants du pouvoir de son électorat? En fait, c'est très compliqué comme question. Je pense que vous l'avez compris, je pense qu'il y a déjà des réformes assez incontournables sur le droit du travail assez basique, nombre d'heures, grille de salaire, et puis probablement une meilleure prise en compte des questions de souffrance au travail. Parce que la cellule d'écoute qui a été mise en place, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que
Une des caractéristiques du travail de collaborateurs politiques, c'est-à-dire qu'un élu, et ça se comprend aisément, a besoin d'une relation de confiance avec ses collaborateurs. Pour tout ce que j'ai dit avant, et puis parce que le flou professionnel, personnel, etc., on a accès à des infos là concernant ou le concernant qui sont personnelles, et puis parce qu'on ne peut pas, on est pris dans un tel tourbillon qu'on ne peut pas, l'élu ne peut pas travailler avec des gens en qui il n'a pas confiance. Donc, il paraît compliqué, si vous voulez, de dire, par exemple, l'Assemblée nationale recrute des collaborateurs politiques à un pool de gens et impose, en gros, ou propose, j'en sais rien, des gens aux députés. Ça paraît compliqué, c'est pas du tout dans la culture politique, en tout cas en France. Moi, je pense que pour certains élus, ça pourrait quand même être mis en place y compris parce qu'il y a des élus qui, et de plus en plus, alors après, pour le meilleur ou pour le pire, c'est une autre discussion, mais viennent pas du tout de ce monde-là. Donc, quand ils sont élus, ils sont assez démunis en fait pour recruter des collaborateurs politiques. Déjà parce qu'ils savent pas exactement ce qu'ils vont leur demander. Ils connaissent pas le boulot. Donc c'est difficile de recruter des gens quand on connaît pas le boulot. Donc moi je pense quand même que l'institution en tant que telle pourrait avoir un petit pool de collaborateurs à proposer aux nouveaux élus, mais après il faudrait quand même passer par un système de recrutement assez classique, et notamment de pouvoir se donner le temps de créer cette relation de confiance. Et ça éviterait beaucoup de déboires et ça éviterait aussi du turnover. Le problème, c'est qu'après, si vous faites ça, les collaborateurs politiques, quel statut ils ont? Parce que s'ils sont proposés par l'institution, la grosse peur, en fait, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, c'est qu'un jour, les collaborateurs parlementaires arrivent à obtenir le statut de fonctionnaire ou d'assimilé. Et ça, personne n'en veut dans les fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Et c'est un peu une espèce de peur. Honnêtement, ça a quasiment jamais été demandé par les collabs, en réalité. Et donc, en fait, c'est un problème assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut arriver en même temps à donner un petit peu à sécuriser un petit peu l'emploi, tout en le solidifiant pas trop pour permettre, parce que de toute manière, en fait, on peut pas... ça pose d'autres problèmes, en fait, si vous ne donnez pas la possibilité aux élus de pouvoir changer de staff quand il se passe un truc, etc. Et ça donne des situations qui sont, à mon sens, pas non plus super positives pour notre système politique. Vous voyez, par exemple, le statut des collaborateurs au niveau de l'Union européenne, c'est pas du tout pareil. Eux, ils sont engagés par l'institution, mais ça fait que s'il y a un conflit entre l'élu et son collab, le collab peut quasiment rester, même s'il fait quasiment plus rien, aucun boulot pour l'élu. Enfin, vous voyez, ça donne des choses qui sont pas non plus très, très optimum. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Moi, si j'étais élu, par exemple, j'aimerais pas qu'on m'impose des collaborateurs. Je vous le dis très honnêtement, de manière très transparente, je préférerais pouvoir les choisir. Mais bon, aussi parce que j'ai été collaborateur avant et que je sais vers qui j'irai. Mais oui, il y a quand même une amélioration. Et puis je pense aussi, alors ça j'en ai pas parlé, et ça c'est un vrai choix politique, on a des cabinets d'élus au Parlement et au Sénat qui sont des tout petits cabinets. L'enveloppe dédiée à la rémunération des collaborateurs politiques, elle est là, je crois, à 11 000 € et des brouettes par mois. Donc en gros, vous pouvez payer décemment 3 personnes, quoi. Sachant qu'il vous faut, en règle générale, quand même une personne en circonscription pour vous occuper des relations avec les gens de votre circo. Donc ça vous donne 2 personnes ou des fois 1 personne et demie à Paris. C'est des tout petits cabinets, vu la masse de travail à abattre. Il y a d'autres pays où les cabinets sont beaucoup plus étendus de ça. Et ça aussi permettrait, je pense, de résoudre une partie des problèmes de surmenage,
et puis comment dirais-je, de violence au travail qui est liée beaucoup pour moi au contexte. C'est pas, moi je dis pas que les élus ont une propension particulière à maltraiter leurs employés, pas du tout. Je pense que le système y est pour beaucoup, et je pense aussi que la non-formation des élus à gérer des salariés est un gros morceau. Et je pense que, par contre, ça serait une mesure, je pense, de salubrité publique à mettre en place, c'est-à-dire qu'avant de commencer tout mandat, ils devraient pouvoir bénéficier, les élus devraient pouvoir bénéficier, mais de vraies, pas des formations sur 2 jours en disant, voilà, il faut bien traiter vos collaborateurs. Non, des vraies formations sur qu'est-ce que c'est avoir des salariés, comment gérer correctement une équipe et comment ne pas mettre ces salariés dans des situations de souffrance, parce que il y a beaucoup de souffrances qui proviennent du fait d'une incompétence, en fait, hein, à gérer les ressources humaines et qui ne sont pas du tout constitutives d'une méchanceté particulière des élus pour leurs collaborateurs. Mais c'est une question vraiment complexe. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais en tout état de cause, par contre, la situation ne peut pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que c'est une bêtise. Moi, j'en ai une autre. En fait, qui peut être à l'initiative de ça, en fait, de ces changements? Parce que, visiblement, ça a l'air d'être un peu inscrit dans les qualités, dans ces règles, c'est façon de travailler, c'est l'organisation. Finalement, qui pourrait être à l'origine, qui peut proposer et qui décide finalement? Eh bien, dans le meilleur des mondes, je pense qu'il serait quand même très important que les parlementaires arrivent à se saisir réellement de cette question sur un mandat. Parce que sur un mandat, il est possible de faire énormément de choses. Et malheureusement, et alors là, si vous voulez, vous pouvez considérer l'échiquier politique dans son entièreté. Je trouve que c'est compliqué de mobiliser des parlementaires sur cette question-là de l'amélioration des conditions de travail de leurs collaborateurs. Pourquoi ? Parce que les parlementaires qui traitent bien leurs collaborateurs nous disent « Ouais, moi, j'ai pas de problème avec ça, regarde, tout va bien, donc je vois pas... » En gros, ils voient pas trop l'intérêt de se lancer dans cette bataille-là, qui pourrait être prise en plus de la part de leurs collègues comme une espèce de... Comment dirais-je, ça serait peut-être pris comme une manière de montrer du doigt certains de leurs collègues qui ne se comportent pas bien, eux, avec leurs collaborateurs. Et puis parce que ce n'est pas une question qui les agite, parce qu'ils sont très... l'élu est très égocentré. Donc nous, nos problèmes de collaborateurs politiques, ce n'est pas forcément des problèmes qui les réveillent la nuit. Donc on a du mal quand même les élus de bonne volonté, à les mobiliser vraiment autour de cette question-là. Parce que si on avait suffisamment d'élus mobilisés autour de cette question, à l'échelle d'un mandat, ça serait tout à fait possible de faire, à mon avis, plier la présidence de l'Assemblée nationale pour... ne serait-ce que pour mettre en place des outils de contrôle horaire, des grilles de salaire. Ce n'est pas des choses, vous voyez, ça s'est fait quand même dans des domaines professionnels bien avant, et ça ne demande pas non plus une énergie dingue, quoi. Mais voilà, on a du mal à mobiliser les... Et puis parce que ce n'est pas très vendeur aussi politiquement. Alors que moi, je pense que si, il y a moyen de faire de la communication politique surtout, donc y compris sur le fait de bien traiter ses collaborateurs, je trouve que c'est quelque chose qui peut être valorisé. Mais eux considèrent que c'est pas très vendeur politiquement parce que ça fait un petit peu... Ils ont pas de problème à s'occuper de leurs conditions d'exercice à eux. Mais par contre, quand on leur dit qu'il faut améliorer les conditions de travail des collaborateurs, ils trouvent que ça fait un petit peu le petit monde politique qui veut améliorer ses conditions d'exercice. Bon, ouais, là, vous exagérez un peu. C'est un peu ça, la réalité. Et à gauche comme à droite. Et ça, alors vous ne faites pas d'illusions, il n'y a pas de couleur politique qui garantit meilleur traitement pour les collaborateurs. Ça, moi, j'ai vu sur tous les bancs, comme on dit à l'Assemblée nationale, les mêmes dérives et les mêmes
parlementaires qui traitaient aussi très bien leurs collaborateurs sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de couleur politique derrière, malgré ce qu'on pourrait penser parfois. Et même des fois, on est surpris. Entre le discours de façade et la réalité du travail derrière, parfois, il faut se mouiller la nuque parce que ça fait un gros chaud-froid. Ben, merci. Juste pour, du coup, j'ai pas amené d'exemplaire de mon livre parce que ça c'est politique aussi. Je donne la primeur aux libraires qu'il faut soutenir. Et si vous n'avez pas envie de soutenir les libraires et que mon livre vous intéresse, il est disponible sur toutes les plateformes sur Internet, même en version numérique. Donc n'hésitez pas.